cours est basé sur une technologie, donc un logiciel libre qui s'appelle Sakai. Sakai étant le nom d'un chef, puisque vous allez vous poser la question inévitablement, d'où est-ce que ça sort ce nom? C'est le nom d'un chef japonais. Et puis, étant donné que l'Université de Michigan était un des participants majeurs, des leaders même du consortium qui a développé l'outil Sakai, cette université avait déjà un outil qui s'appelait Chef. Je ne sais pas comment ils le prononçaient, il y avait 2 F, Chef, en tout cas. Ils ont voulu faire le jeu de mots et puis conserver une petite... bref, de faire un lien avec les chefs, ils ont choisi Sakai. Mais je n'étais pas là ce jour-là, de là ma difficulté à vous l'expliquer. En gros, avant de vous parler un peu de ce que c'est Sakai, il me faut faire un retour en arrière, un petit retour historique. Il faut savoir qu'à HEC, on a depuis 2004 un outil qui n'est pas un environnement d'apprentissage dans les règles de l'art, qui était un plan de cours dynamique, web. Donc, à l'initiative d'un professeur d'HEC, on a développé ce qu'on appelait zone de cours déjà à l'époque, mais en fait, c'était simplement un plan de cours web dans lequel l'enseignant pouvait aller ajouter des ressources. Mais bref, le plan de cours est resté l'outil de base, en fait, même obligatoire pour tous les cours à HEC. On repassera sur la gestion du changement que ça a demandé, mais c'est obligatoire. Donc, tous les cours doivent se retrouver dans le système, avoir un plan de cours. Plus tard est venue la nécessité de greffer, quand on a voulu le redévelopper, le remettre à jour, la nécessité de le greffer à un autre système. Et encore là, je n'étais pas assise à la table ce jour-là, mais je pense que c'était pour des raisons techniques. C'était plus facile d'avoir un système en arrière qui gérait et qui parlait à nos autres outils comme PeopleSoft et autres. Donc, pour toutes ces raisons, on a opté pour l'environnement d'apprentissage Sakai, qui était donc développé, je vous l'ai dit tantôt, par un consortium d'universités américaines et qui avait vraiment des membres très, très solides à l'époque. Et puis, encore aujourd'hui, il y a quelques vétérans qui sont encore là. On a donc déployé Sakai en 2011 avec notre nouveau plan de cours qui était intégré à l'intérieur. Évidemment, on a fait plusieurs trimestres de projets pilotes avant ça. Et depuis ce temps-là, on a quand même fait beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles versions. On a même remodifié l'architecture, notre façon de gérer les cours à l'intérieur. Et ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'on développe en mode agile. Donc, étant directrice du centre de pédagogie, nous sommes les product owners, donc les décideurs un peu des futurs développements, ce qui nous fait interagir beaucoup avec l'équipe de développement. Puis je trouve ça super intéressant personnellement. Donc, on se forme beaucoup techniquement, puis il se forme beaucoup pédagogiquement. Le plan de cours, je vous le disais tantôt, c'est l'architecture, c'est la charpente du cours à HEC. C'est pas un PDF qu'on distribue, qu'on touche plus. Il est vivant tout le long de la session. Il y a un menu de gauche qui est toujours le même. Il y a une certaine standardisation quand même. Certains cours ont des menus différents. Il y a quand même de la flexibilité. Les cours en ligne, ça se présente un peu différemment. Mais grosso modo, l'étudiant va toujours savoir où se retrouver, où trouver l'information. Donc, l'enseignant va pouvoir modifier les évaluations, l'organisation du cours. Si tu veux passer à la prochaine, on va pouvoir voir à l'intérieur d'une séance de cours, l'enseignant va pouvoir ajouter son contenu, les choses à faire avant pour se préparer à la séance, les choses à faire pendant. Fait que vous voyez que c'est vraiment le cours est basé là-dessus. Les descriptions de fonctionnalités, écoutez, j'avais du mal un peu à répondre à cette question-là. Je pense que c'est similaire à la plupart des environnements d'apprentissage. L'évaluation de l'enseignement se passe là, tout se passe là. On a la version mobile, donc on a développé un plan de cours qui est aussi mobile à l'intérieur. Puis notre plan de cours, c'est notre élément fort, c'est l'élément obligatoire. Les autres éléments sont, à part évaluation d'enseignement, sont facultatifs et à la discrétion d'enseignant selon ses besoins pédagogiques. Les points forts et originaux, la plupart, c'est pas très original, justement. Là, c'est les principaux avantages du logiciel libre. On l'apprécie tous les jours, je le redis. Donc, on n'a pas à gérer avec des fournisseurs. Le code est ouvert, on l'adapte selon nos besoins. On n'exagère pas pour le suivi des versions, mais on essaie de se contenir. Mais bref, on a des possibilités devant nous. Ça, c'est quand même stimulant. Les conférences, la communauté qui est supportante aussi. Ce que je trouve personnellement très intéressant pour l'étudiant, pour l'enseignant, c'est le côté LTI qui nous permet d'intégrer des différents outils comme l'outil de détection de dissimilitude des classes virtuelles, un peu comme Nicolas l'a montré tantôt. On crée les classes virtuelles directement à l'intérieur, l'outil de captation de cours. Bref, on fait beaucoup d'intégration de ce genre-là pour faciliter la vie à tout le monde. Les usages, évidemment, on a nos cours crédités réguliers qui sont là. On a temporairement déposé nos MOOC. Là, finalement, on a opté pour une autre plateforme, une question de simplicité.
mais ça faisait la job, entre guillemets. Maintenant, de plus en plus, la formation continue à développer son instance à elle et l'utilise. On met beaucoup de ressources, beaucoup d'informations qui sont diffusées, qui passent par là. C'est presque en train de devenir un intranet. Je ne veux pas dire ce mot-là pour vrai, ça n'en est pas un encore. Mais des fois, je trouve que là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Les programmes se sont créés des sites pour diffuser de l'information à leurs étudiants. Les RH ont commencé à faire des formations, les déposer là-dedans pour les employés. Donc, ça va loin. C'est vraiment en train de devenir la plateforme centrale, là, HEC. Je suis en train de me demander là, si ce n'est pas en train de devenir un site web interne, presque. Donc, tout se retrouve là-dedans. Les demandes qu'on a pour dire « Hey, il faudrait que ça soit dans zone cours. Cette ressource-là devrait être dans zone cours. » Fait qu'on on se questionne beaucoup là, sur la vocation de l'environnement d'apprentissage, si ça doit être élargi, son mandat, ou pas, ou s'il n'y a pas lieu d'avoir des outils qui agiront en complémentarité. On se questionne. Il y a une question aussi de création d'un portail pour les étudiants. Là, l'environnement d'apprentissage va jouer un rôle central. On est là-dedans. Puis, on est toujours à l'affût des développements des autres outils. Le logiciel libre demeure pour nous pas un incontournable, mais demeure bref, on garde un vif intérêt pour les logiciels libres à ce niveau-là, mais on regarde ce qui se passe autour de nous parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a d'autres outils qui seraient plus... je cherche mes mots. D'autres outils, éventuellement, qui seraient mieux soutenus. La communauté Sakai, la vitrine technologie et éducation avait fait une étude, justement, puis il nous disait que Sakai la communauté tendait à s'étioler un peu. Pour l'instant, ça va encore bien. Il y a beaucoup de dynamisme. La conférence a lieu ces jours-ci, puis ça se passe super bien, mais on regarde. Bref. Fait que c'est un peu ça. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Merci.